19 minutes sur Sud Radio, Félix Mathieu, très intéressant une fois de plus ce que vous nous révélez ce matin, surtout au moment où les interpellations se multiplient après le casse du Louvre. Je rappelle qu'elles sont fondées sur des recherches et des empreintes ADN. Alors, pourquoi l'ADN justement est moins utilisable en France que dans les autres pays pour élucider les crimes? Le ministre de la Justice veut y remédier. Oui, Gérald Darmanin veut autoriser les enquêteurs à utiliser la généalogie génétique pour les crimes non élucidés. Il estime qu'une trentaine comme ça de cold case pourrait se résoudre. On ne retrouverait plus seulement l'auteur d'un crime quand c'est son ADN à lui qui matche sur une pièce de la scène de crime. On pourrait se rapprocher de lui aussi grâce aux liens de parenté, des ADN de proches, de gens de sa famille, établir que l'auteur du crime est forcément le cousin de telle ou telle personne. Et pour faire ça, la justice utiliserait une base de données qui comprend des millions de traces ADN, mais qui est interdite en France. Cette base de données, ce sont les biobanques, ces sites américains de tests ADN récréatifs pour connaître ses origines. Ces tests qui sont interdits en France par d'anciennes lois bioéthiques. La police doit aussi, dans l'état actuel de la législation, conserver des traces ADN infiniment moins précises que ces sites récréatifs ou même que les polices d'autres pays. Une vingtaine de marqueurs ADN quand on serait capable d'en enregistrer un demi-million, m'expliquait l'invité qu'on va entendre dans un instant. Imaginez un peu la différence entre un écran de Nokia 3310 et un énorme téléviseur haute définition. Cette précision permet d'identifier un criminel plutôt que d'espérer seulement matcher un jour par le plus grand des hasards. Oui, ça ferait gagner du temps aux enquêteurs. Oui, utiliser des ADN plus complets, ça permettrait aux enquêteurs de régler en quelques minutes des cas où il leur faut parfois plusieurs mois en France. Avec la législation actuelle, ils doivent convoquer parfois des centaines de personnes avec qui un ADN match partiellement pour vérifier tout le monde un par un et trouver celui avec qui ça va matcher à 100%. En collaboration en tout cas avec le FBI, des enquêteurs français ont déjà pu arrêter fin 2022 celui qu'on appelait le prédateur des bois. Ils l'ont arrêté par généalogie génétique, un homme qui avait violé 5 adolescentes entre 98 et 2008. C'était une première en France, mais Gérald Darmanin aimerait donc généraliser ce principe, cette possibilité, un peu comme en médecine. On pourrait techniquement prédire des maladies graves avec l'ADN, mais la bioéthique française ne le permet pas, nous explique donc l'invité avec qui nous sommes en ligne. Il trouve un peu la législation française et ses réticences bioéthiques franchement datées sur cette question de l'ADN. Et vous êtes en direct, Guillaume Vogt, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes généticien à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Comment expliquer, Guillaume Vogt, que cette législation soit beaucoup plus restrictive en France ici qu'ailleurs? Alors, il se trouve qu'effectivement, avec la Pologne, en fait, c'est pas vis-à-vis des lois de bioéthique, c'est vis-à-vis de notre code civil. On a un article 16.1 qui nous dit que le corps humain a une non-patrimonialité, ce qui veut dire qu'on ne peut pas le vendre. Et à l'intérieur du corps humain, vous avez de l'ADN. Donc, dans le code civil, vous avez un article aussi qui vous explique, le 16.10, que l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut se faire que dans certains cas très limités. Vous connaissez la recherche, la médecine, et puis les affaires criminelles et une petite partie pour les militaires. Donc c'est uniquement vis-à-vis de notre code civil, et vis-à-vis de ça, on a des autorisations de le faire dans ce cadre-là, mais pas dans un autre. Donc Gérald Darmanin soulève donc un tabou avec cette possibilité, mais ça ouvrirait beaucoup de perspectives de pouvoir donc utiliser ces biobanques américaines en matière d'élucidation de crimes. Oui, alors c'est tout à fait, mais je souhaite, au début on a dit qu'on voulait restreindre, en fait là on est en train d'élargir les possibilités de faire des tests génétiques, et ce qui se passe au Louvre en fait a été fait avec le fichier du FNAEG, très certainement. Le fichier du FNAEG, c'est à peu près 5 millions d'empreintes de personnes qui ont commis des délits, et donc les empreintes ADN qui ont été retrouvées au Louvre, on les a comparées dans un fichier qui est autorisé, avec l'article A38 qui nous permet d'avoir une vingtaine de marqueurs, et ces marqueurs-là sont compatibles dans le monde entier, c'est-à-dire il y a à peu près 195 pays qui utilisent ces 20 marqueurs pour identifier une personne et pour pouvoir procéder à son audition. Rappel pour nos auditeurs le fichier du FNAEG, pour préciser, pour ceux qui nous écoutent. Le fichier du FNAEG, en fait, il a été créé en 98 suite à Guy Georges avec une série de viols. Et on a décidé pour les délinquants sexuels de faire un fichier en cas de récidive. Et ensuite, il a été largement élargi
pas qu'aux délinquants sexuels, mais à toutes sortes de délinquances, à des vols, etc. Et donc, on a plus de 5 millions de personnes dans les biobanques. Et il se trouve que les personnes qui ont été identifiées étaient déjà connues des services de la police. Donc, on a déjà dû prendre un prélèvement. Et on a eu un match, et c'est ce qui a permis l'interpellation de ces personnes. Donc ça, c'est différent, c'est une vingtaine de marqueurs. Ce qui a été fait avec le prédateur des bois, c'est justement utiliser la généalogie génétique. Vous voyez bien que quand vous avez 20 marqueurs, vous partagez 10 marqueurs avec votre papa, et puis votre arrière-grand-père, 5 marqueurs. Ce n'est pas assez pour identifier formellement une personne, on ne peut pas monter. Dans la généalogie génétique, ce sont des petites puces qui ont plus de 500 000 marqueurs. Alors on ne les utilise pas tous, hein. On utilise... à peu près 50 000, 100 000 pour faire ce genre de choses. Et ça va permettre de remonter jusqu'à 8 générations. Et si on va jusqu'à 8 générations, ça veut dire qu'on peut redescendre. Donc on va trouver des personnes qui ont fait ces tests génétiques légalement ou illégalement, qui ont une correspondance avec le suspect présumé. Et en reconstruisant l'arbre généalogique, bien sûr, il faut absolument des documents d'état civil. Les pays qui n'en disposent pas, on ne peut pas le faire. Et grâce à ça, on va pouvoir identifier des personnes suspectes qui pourraient être le suspect puisqu'ils partagent une partie de l'ADN avec les personnes qui ont fait ces tests génétiques. Félix. La cohérence ensuite, ça serait peut-être qu'on autorise alors en France ces tests génétiques récréatifs, ces biobanques, puisqu'on envisage finalement d'utiliser leurs données. Oui, tout à fait. Donc c'est la décision du garde des Sceaux est vraiment dans le projet de loi Chour est vraiment essentielle et courageuse. Et même s'il y a un petit peu une duplicité, puisque ces biobanques, en fait, comme elles ont des dizaines de millions de personnes, elles ont toujours intéressé, par exemple, les chercheurs. La totalité des entités françaises ont utilisé ces biobanques qui sont interdites en France en collaboration à l'étranger, pour faire de la recherche, pour faire avancer la recherche. Et là, on se retrouve donc maintenant avec la police, qui a eu la bonne idée de faire une collaboration avec le FBI pour utiliser ces biobanques. Donc c'est très bien, on peut identifier des personnes, la seule chose c'est que ça pose une question de souveraineté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut quand même rendre l'appareil. Si c'est interdit en France et qu'on va les utiliser à l'étranger, c'est là où il y a cette duplicité. Donc, effectivement, c'est une grande avancée dans ce projet de loi. Par contre, c'est sûr que l'étape suivante serait de faire évoluer notre FNAEG et d'augmenter le nombre de marqueurs pour faire effectivement de la généalogie génétique au niveau français et pouvoir rendre l'appareil aussi aux Américains qui nous auront aidés pendant la période où on pourra effectuer ça. Oui. Ça, c'est le coup d'après, mais c'est pas avant 5 ou 10 ans. Faire évoluer ce fichier national des empreintes génétiques. Ultime question avec vous, Félix. Pour avoir, en guise de conclusion, pour avoir finalement, ce serait l'objectif, une législation sans doute moins conservatrice en la matière que la plupart des autres pays, hein, c'est bien ça? Non, je trouve que la loi est bien faite. Elle vise à l'interprétation, c'est-à-dire que c'est jamais très précis les textes du Code civil. Ça permet à la CNIL, ça permet aux juges de décider ce qu'on peut faire ou pas. Donc je trouve que la loi est très bien faite. La seule chose qu'il faut faire évoluer, c'est le A38 qui permet de rechercher une vingtaine de marqueurs pour pouvoir faire de la généalogie génétique. Tout le reste, l'encadrement, la protection des personnes, je n'ai rien à dire là-dessus. La loi est suffisamment vague pour pouvoir l'interpréter quand on veut à un certain moment. La seule chose qui pose problème, c'est le A38 qui nous autorise que à faire de la recherche sur une vingtaine de marqueurs et pas sur la totalité, en France en tout cas. Merci en tous les cas, c'est très clair. Vous expliquez bien, Guillaume Vogt. Permettez-moi de vous féliciter, c'est passionnant également. Merci à vous, Guillaume Vogt, généticien à l'INSERM, et merci, mon cher Félix Mathieu. Ça, alors, on en découvre des choses chaque matin avec vous. Hein, on essaye, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Merci. Dans un instant, il est 9h28. La vérité en face, le débat avec Antoine Fouché, auteur de Sortir du travail qui ne paie plus aux éditions de l'Aube. Allons-nous continuer à travailler plus pour ne pas gagner grand-chose? Vous nous appelez La vérité en face au 0820.